Notre invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous allez bien ? Ça va et vous-même ? Vous êtes toujours un peu presque hilar, ce qui est agréable d'ailleurs. Mais je suis souriante. Mais c'est vrai. C'est la moindre des choses quand on vous accueille. Mais c'est une tonalité de cette matinale qui est agréable. Vous êtes de bonne humeur. Député de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, vice-président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Oriane Mancini, comment allez-vous ? Écoutez, on n'a pas de raison d'être faire la tête, non ? De la Voix du Nord. Oui, de la Voix du Nord. Je le redis. On va parler évidemment de la réforme des retraites. Alexis Corbière. Le Conseil constitutionnel doit donc rendre sa décision demain. Est-ce que vous reconnaîtrez cette décision, quelle qu'elle soit ? La question est étrange. Elle aura lieu de toute manière. On peut après continuer à avoir un point de vue critique. Ce sera mon cas de toute manière. Le grand désaccord qui existe dans le pays avec cette loi, et qui amène d'ailleurs à ce qu'aujourd'hui il y a une grande manifestation que je soutiens, j'invite à manifester, ne sera pas épuisé par la décision du Conseil constitutionnel. Car tout de même, en vérité, le gouvernement met même cette instance en difficulté, lui faisant jouer un rôle qui dépasse un peu, en vérité, quelle est sa fonction. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bonne décision pour le Conseil constitutionnel. S'il vient à valider la loi, évidemment, l'ensemble du pays qui conteste les choses diront la réalité. Le problème, c'est pas de savoir si la loi est constitutionnelle ou quoi. C'est que sur le fond, il y a un désaccord. Et puis s'il venait à la censurer, il va de soi que ce que je souhaite. Mais il y a sans doute une pression parce que c'est très politique. Donc, mais si elle est validée, est-ce que vous direz dont acte ? On reconnaît cette décision. Voilà. Mais je dirais, on continue à manifester contre et on veut que politiquement le gouvernement entende qu'il doit retirer cette loi, même si manifestement le Conseil constitutionnel, la juge. Parce que attendez, d'abord, je veux croire qu'il la censurera, et m'appuyant notamment sur des tribunes d'universitaires, de professeurs de droit, il y a quand même de bonnes raisons. Sur le terrain du droit, vous savez, moi je suis un pourfendeur et un critique de la Ve République, mais même du point de vue de cette Constitution, qui est très critique, on peut en dire, qui est très critiquable, il y a quand même, si on accepte l'idée qu'à normalement une procédure qui est d'ordre budgétaire, très réglementée, entre octobre et décembre, je crois, du 47.1, est utilisée après ces moments-là pour n'importe quel texte d'ordre budgétaire, alors ça veut dire que désormais les parlementaires ne discuteront plus budget. En 20 jours, ce sera réglé, 49.3 par la suite, donc on arrête l'Assemblée nationale. On présidentialise encore plus le régime. Ça suffit le coup de force. Et je tiens à le rappeler parce que, comme il y a tout n'importe quoi qui est dit, je suis critique, et mes amis, nous sommes critiques de la Ve République qui est née dans un moment, et je le relisais encore dans un discours du 1er juin 1962, me semble-t-il, de 58 de François Mitterrand, qui disait que c'était un régime du coup de force. À l'époque, l'acte de naissance de la Ve République. Et on retrouve ces caractéristiques du coup de force dans cette institution. Notamment, il y a certains articles qui ne sont plus acceptables d'un point de vue démocratique. Et ce que je trouve positif dans le moment de protection dans lequel nous sommes, au-delà de la critique sur les 64 ans, c'est que des millions de gens ont compris qu'il y a dans ces institutions des outils autoritaires qui peuvent imposer au peuple et à sa représentation nationale des choses qu'ils ne veulent pas. Alors, attendez, oui, c'est autoritaire de dire aux députés vous ne votez pas, c'est 49.3. Autoritaire, mais inscrit dans la Constitution, et c'est bien c'est pourquoi il faut changer. C'est bien le fait du Conseil constitutionnel de juger de cette constitutionnalité, et uniquement ça, normalement. C'est des juges de droit et pas d'opportunité. La question qui se pose, Alexis Corbière, c'est que en fonction de cette décision, il peut y avoir des fractures, même au sein même de l'intersyndicale. Laurent Berger l'a presque dit en filigrane. Ça peut mettre un coin dans la mobilisation. Est-ce que vous ne craignez pas que ça, finalement, augure d'un essoufflement de la mobilisation ? Moi, je ne souhaite pas la division, mais vous pointez une réalité. C'est que quelques esprits pervers du côté du gouvernement se réjouissent à l'idée qu'il va y avoir peut-être une division et que certains diront est-ce qu'on continue de manifester, d'autres diront il faut peut-être trouver d'autres formes d'action. Et quand on est à la tête d'un grand pays, on ne doit pas jouer sur, en quelque sorte, la discorde chez l'ennemi, comme disait le général de Gaulle, en disant ils vont se diviser, la bonne affaire. Parce que c'est le principe même de la politique. Vous-même, vous pariez sur la division de la majorité. Ce qui ne se divisera pas, c'est la colère. C'est ça le sujet. C'est que vous pouvez vous dire, ça va prendre des formes. Moi, je souhaite pas que cette puissante contestation jusqu'à présent démocratique, qui s'est exprimée dans des journées d'action, se transforme dans une espèce de rage, de rancœur, d'abstention, de recherche éventuellement. Vous doutez que ce soit le cas ? Ça peut, si le gouvernement dit allez vous faire voir, si le Conseil constitutionnel ne lâche rien, et la seule chose qu'il a à dire aux gens, il y aura ni RIP, ni censure, ni rien. Je veux dire, il peut y avoir des gens, vous savez, il y a beaucoup de gens déjà, moi ça m'obsède, qui s'abstiennent
s'abstiennent. Il y a des gens qui ne croient plus en la démocratie. Ce qui monte dans ce pays, c'est la tentation autoritaire aussi. C'est l'idée que tout ça ne sert à rien, vu que les députés ne servent à rien, vu que il y a aujourd'hui une concentration de pouvoir sur un homme qui est élu dans des conditions très particulières au second tour, en invitant le pays à venir faire barrage à l'extrême droite en votant pour lui, et après qui dit aux gens, oh non, en fait, vous m'avez élu sur mon programme, et regardez, je vais vous imposer quelque chose qui est minoritaire dans le pays. Si on joue à ça, et les habits, le costume de la Ve République le permet. Mais on blesse son peuple, on le brutalise. Et après, qu'on ne s'étonne pas que quand on enrage les gens, quand on les humilie, eh bien, au bonheur, ça crée des réactions. Quand on est un vrai politique, on doit comprendre le peuple et créer les conditions qu'il sait. Et pourquoi l'affaire ne serait pas réglée par un référendum, démocratiquement, je donne la parole. Le souverain, c'est le peuple. Vous savez, en République, c'est le peuple qui dit au président ce qu'il doit faire. C'est pas un président qui dit au peuple ce qu'il doit faire. Alexis Corbière, même ce référendum, en effet, il a ses fragilités, on le sait. Il repose sur un article de la Constitution qui impose au référendum d'inclure une réforme. Or, le texte de votre référendum, il n'inclut pas une réforme, il reste sur les 62 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à le voir, en effet, rejeté? Mais vous parlez d'or. Il y a des risques, il y a un travail qui est fait, qui peut être amélioré, etc. Mais au-delà... Là, ce dont nous parlons, pour ceux qui nous suivent sont assez affûtés, je le sais, mais c'est la demande de RIP que nous avons fait. On verra. Mais au-delà même de cette idée, qui est très compliquée en vérité, qui n'a jamais pu être actionnée jusqu'à présent, qui si nous l'emportions nécessiterait que pendant 9 mois on fasse campagne. Mais j'y suis prêt, je veux dire, ça peut être très intéressant à ce qu'on fasse campagne pour rassembler 10% du corps électoral. 4,8 millions de signatures. Voilà, c'est quand même pas rien, mais je pense que ça peut créer une dynamique positive. Mais vous y êtes prêt, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous en discutez entre vous, j'imagine? Est-ce que vous en discutez avec les syndicats? Moi, je pense que si c'était ça qui sortait du Conseil constitutionnel, je souhaite la censure, mais il va de soi que nous prendrons les différentes cordes que nous pouvons encore actionner. Il y aura la mobilisation, il y a encore des secteurs qui sont mobilisés, je les salue, je les encourage, et nous les soutenons, nous faisons des caisses de grève, mais ça peut être aussi, parallèlement à cette mobilisation qui reste, cet outil civique qui peut amener, moi c'est la proposition que je fais, mais on en parlera, et on va se voir à ce qu'il y ait des gens qui se rassemblent, associations, syndicats, partis, pour mener ensemble cette campagne. Voilà. Donc vous travaillez à ça. Non mais comment vous travaillez à cette décision? Je vais être honnête avec vous. À l'heure où nous sommes, à l'heure actuelle, ce que je viens de décrire n'a pas été mis en place, mais ça pourrait être demain mis en place. Ce serait pas idiot que, en quelque sorte, on fasse un tour de table en disant qui c'est qui est favorable à ce RIP. Travaillons ensemble. Et on organise la grande collecte de signatures. Est-ce que ça signifie, par exemple, que ce RIP, dont on a compris qu'il avait ses fragilités, imaginons qu'il soit rejeté par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il pourrait y en avoir un autre, par exemple, après la promulgation de la loi, ce qui permettrait d'appeler à une réforme? Tout ce qui permettra, moi je suis d'avis que tout ce qui pourra encore être fait pour que le peuple ait la parole devra être fait. Voilà. Donc, j'ai pas la totalité de la réponse à votre question. Je crois que c'est possible et je serais favorable à ce que, si éventuellement le Conseil constitutionnel nous dit il est retoqué parce que telle et telle chose n'ont pas été bien rédigées, peut-être, ou j'en sais rien. Bon, ben, faisons-le, si c'est ça la question. Ouais, je veux dire, on va analysons concrètement une situation concrète. Mais comment vous vous préparez? Parce qu'on imagine que vous avez travaillé sur les différents scénarios qui pourraient sortir demain du Conseil constitutionnel. Comment vous vous y préparez avec la France insoumise? Est-ce que vous y préparez avec la NUP? Est-ce que vous y préparez avec les syndicats? Oui, est-ce que à quoi nous préparons? Déjà, on continue à espérer. Parce que c'est très contradictoire, beaucoup de gens parlent et ne savent pas. Moi, je ne sais pas ce qui va sortir. Et je suis pour vraiment que le Conseil constitutionnel travaille tête froide. À tête froide. Nos amis, certains de mes amis sont allés plaider, si je puis dire, l'autre jour. Les arguments ont été entendus. Bon, c'est une instance qui c'est pas simple, elle est très politique en même temps. Pour vous, c'est très politique? Mes amis m'ont raconté, que vous le vouliez ou non, quand vous avez face à vous au moins 2 personnes qui ont été Premier ministre, 2 anciens ministres du gouvernement Macron, vous avez affaire à des juges. Vous voyez, quand vous êtes au tribunal, face à vous, vous n'avez pas des personnalités qui ont été politiques. Donc là, c'est pas faire injure au Conseil constitutionnel que quand même de devoir... Et pour vous, ils vont pas se départir de leurs habits politiques? Non, mais je le souhaite. Je le souhaite. Et vous craignez que ce ne soit pas le cas? Moi, je crains que, de toute manière, il est lui-même bloqué par la situation. Et de toute manière, comment je pourrais dire ça? C'est pas une esquive, c'est... Le problème reste politique. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne manifestent pas en disant c'est anticonstitutionnel. Et les gens ils disent je ne veux pas avoir travaillé 2 ans de plus parce que c'est injuste, parce que ça produira en plus des gens qui n'arriveront pas au bout de leur cheminement de trimestre. Et il y aura des retraites, il y aura des seniors pauvres, il y aura des gens qui basculeront dans le RSA. Il y aura une souffrance au travail plus importante. C'est ça le sujet. Donc vous voyez ce que je veux dire? On va pas
juridiciarisé, enfin je ne sais pas comment l'exprimer. Justement, le débat, il est politique. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron pourrait même considérer, admettons que, au vu de ce que dit le Conseil constitutionnel, quand même il censurerait pas le texte, mais qu'il en modifie certaines parties, il pourrait même se dire que politiquement, du moins c'est l'invitation que je lui fais, de dire je retire le texte, et les conditions politiques sont pas réunies. Une fois que le texte est validé, il est obligé soit de le promulguer, soit de demander une autre délibération à l'Assemblée. Mais chère madame, j'ai connu l'âge de l'époque où Jacques Chirac, que je combattais farouchement, et quand il y avait le CPE notamment, qui avait été, et même monsieur De Villepin, qui avait dit j'ai plus d'attentats. Oui, il avait été promulgué, le CPE. Et après, il avait retiré. Voilà. Bon, mais là, vous lui demandez de faire pareil, de promulguer et après. Non, je ne demande pas de promulguer. Mais il n'aura pas d'autre choix. Il peut même ne pas promulguer. Il peut même ne pas promulguer. C'est son rôle constitutionnel en l'occurrence. Ah bah si. Tout est possible de toute manière. Là, pour le coup, le Conseil constitutionnel pourrait. Constitutionnellement parlant, il est obligé de soit promulguer, soit de demander une nouvelle délibération à l'Assemblée. Mais si le texte est profondément modifié, par ailleurs, il peut aussi juger que le texte qu'il a sous les yeux n'est plus le texte qui a été imposé, si je puis dire, au Parlement. Non, mais le débat entre nous, il est au bout d'un moment que ça revienne politique. L'appréciation, c'est pas un scoop ce que je veux dire, le pays est dans un état de grande colère. Les conditions, nous sommes, et je veux le dire en espérant ne pas être pompeux, il y a une crise sociale, depuis l'utilisation du 49.3, il y a une crise démocratique. C'est-à-dire que les gens ne croient plus à ça. Quand une crise sociale et une crise démocratique se mêlent, moi qui suis prof d'histoire, on rentre dans une crise nationale, potentiellement. Crise de régime ? Crise de régime, indiscutablement, mais aussi parce que régime de crise, comme je le pointais tout à l'heure. Écoutez, pourquoi je suis favorable à la 6e République ? C'est que j'affirme que ce régime-là, qui concentre énormément de pouvoir sur le président de la République, qui piétine le Parlement, n'est plus durable. Ça ne peut plus continuer comme ça. D'accord ? Et y compris, c'est les difficultés que nous avons, l'extrême droite est là, puissante. Ce qu'est le macronisme est en train de se décomposer, et on voit bien ce que nous disent les études d'opinion. Donc on est dans un moment d'instabilité, c'est pourquoi moi je pense que la potentialité que ma famille politique l'emporte est là, mais quand même nous l'emporterions, ce que je souhaite ardemment, il faudra recréer les conditions d'institutions démocratiques qui créent le consentement à l'autorité, parce qu'on ne brutalise pas un pays. J'ai presque deux questions, désolé. Dans la 6e République, le Conseil constitutionnel, il reste. C'est une vraie question, en fait. Je ne sais pas si... D'abord, observez, c'est pas là une pirouette de ma part, que ce que je souhaite, conformément à notre histoire nationale, c'est un processus constituant. C'est-à-dire qu'il y a des députés, que le peuple désigne des députés constituants et qu'on discute. Moi, personnellement, je défendrais l'idée qu'il faut un régime plus parlementaire, quasiment l'abolition de la fonction présidentielle, ou certainement pas ce rôle d'espèce de monarque présidentiel aujourd'hui, un régime parlementaire. Après, il peut y avoir des instances de conformité et de validation, mais je ne suis pas non plus pour une supra-instance de juges qui en plus prend un rôle politique un peu sur un modèle américain. Surtout ce que je souhaite, c'est que le peuple ait des pouvoirs d'intervention plus forts sur ses élus, des référendums d'initiative partagée, le droit de révoquer les élus. Si on avait le droit de révoquer les élus, par exemple, on pourrait discuter du fait que M. Macron, si un nombre d'électeurs le demandait, qu'éventuellement on le révoque. Ça existe dans certains pays, ça existe y compris dans des États aux États-Unis. C'est pas baroque, ça a même existé dans notre histoire nationale, le droit au rappel durant la Révolution française. Un mot pour terminer là-dessus, Stéphane Séjourné, qui est le patron de Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, ce matin dans le Parisien, dit Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont un problème avec la démocratie. Ils pensent représenter une avant-garde éclairée qui serait plus légitime que le scrutin et le suffrage universel. Ce n'est pas acceptable. Mais regardez, c'est amusant. C'est eux qui se vivent comme une avant-garde éclairée. C'est eux qui ont un rapport dingue. Ils veulent faire le bonheur des gens contre leur volonté. Le côté stalinien, si je puis dire, c'est le nouvel âge du macronisme. C'est-à-dire, nous sommes une avant-garde éclairée, nous sommes minoritaires, mais nous faisons le bonheur des peuples. Il faut le faire. On appelle ça, vous savez, les réformes impopulaires. Ils peuvent pas être staliniens et ultralibéraux. À un moment donné, il va falloir choisir. Mais dans le mode, c'est-à-dire, c'est eux. Vous savez, il y a un vocabulaire aujourd'hui dans la novlangue, c'est les réformes courageuses. D'accord ? Quand on vous dit réforme courageuse, je dis aux gens, prêtez l'oreille, on est en train de vous dire qu'on va vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas. Moi, je suis républicain. Le souverain, c'est le peuple. Monsieur Macron l'a même reconnu dans l'interview qu'il a donnée. Il a dit, j'ai fait une erreur, j'ai pas réussi à convaincre. Ben écoute, ami, si t'as pas réussi à convaincre, tu peux pas l'imposer aux gens. Donc, monsieur Séjourné, lui est une avant-garde éclairée, d'ultralibéral radicalisé, je reprends les mots de Madame Binet, enfermé dans un monde, qui pense qu'ils ont raison contre tout le monde, 90% des salariés ne veulent pas de leur truc, et ils sont dangereux. Donc j'espère qu'ils dégageront rapidement parce qu'ils vont blesser ce pays. Ils vont lui faire mal socialement, ils lui font mal démocratiquement. À ceci près que vous avez vu les sondages, malgré votre militantisme pour une contre-réforme qui serait très populaire, c'est le RN qui semble tirer les marrons du feu. Ça vous inquiète pas? Et j'allais dire, ça vous interroge pas sur votre stratégie? Non mais déjà, regardons les sondages.
que nous sommes aussi, du point de vue de ce que j'ai vu des résultats, s'il y avait des élections législatives, au même niveau que le Rassemblement national. Donc j'aimerais qu'on arrête de s'envoyer du sable et de dire... Non, parce qu'il y a plusieurs sondages, c'est-à-dire aussi Marine Le Pen qui a été estimée dans un autre sondage vainqueur dans le cadre d'une nouvelle présidentielle. Voilà. C'est pour ça. Non, mais il y a des faits concordants, c'est pour ça. Déjà, je suis pas pour qu'on se plombe. Aujourd'hui, il fait beau, ça profite à Marine Le Pen. Mais demain, il va pleuvoir, ça profite à Marine Le Pen. C'est une thématique. Et puis vraiment, les insoumis, vous êtes des abrutis, la NUPES, c'est nul. Quel que soit ce qu'on dit, c'est nul. Enfin bon, moi... Non, mais... ce que je disais quand même. Hein. Oui, mais il y a un peu... Ce que je dis, observons d'abord que nous sommes arrivés en tête lors des dernières élections législatives et que nous referions un score plus important à l'occasion des élections législatives s'il y en avait d'autres. Après, il y a l'élection présidentielle. En tête, vous n'êtes pas arrivé en tête lors des dernières élections législatives. Si, madame, au premier tour, c'est nous, la NUPES, qui a fait le plus de voix. D'accord ? Mais il y a un second tour. Oui, j'entends bien, mais d'abord... C'est embêtant dans cette démocratie, il y a 2 tours. Non, c'est pas vrai. C'est la même chose pour la présidentielle. Il y avait 2 tours, il y en a un qui a été éliminé au premier tour. Voilà. Oui, mais c'est pas rien quand même que quand on demande d'abord aux gens ce qu'ils pensent, d'accord ? Non, mais parce que, y compris ce qu'on a fait, on a doublé nos voix, la formation présidentielle est minoritaire à l'Assemblée nationale, etc. Après, il y a l'extrême droite est là, je ne le conteste pas. Et d'ailleurs, j'invite tous mes amis qui regardent les sondages présidentiels, même si je n'aime pas réfléchir à partir des sondages, mais ils créent une ambiance, que nous avons la menace d'extrême droite, qui nous impose, cette fois-ci, je rentre dans le côté un peu cuisine stratégique, sur je suis un militant du maintien de la NUPES et de l'Union. Je pense que nous devons comprendre le contexte en disant l'Union produit une confiance, une dynamique. Donc je suis pro-NUPES. Tout ce que j'entends, le bruit, les critiques, les amis, on peut tout dire, mais gardons ce cadre. Élargissons, renforçons-le, on problème. Donc je souhaite, puisque je vais à l'essentiel, à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, que nous ayons un candidat commun pour créer des conditions d'être au second tour et de passer le premier tour pour aller au second et que nous l'emportions au second tour. Donc voilà le cadre stratégique dans lequel nous sommes, parce que vous avez raison de pointer que l'extrême droite est là, et aussi ce qui est une turbulence politique, c'est que le macronisme est en train de s'effondrer, la droite traditionnelle est en train de s'effondrer, c'est aussi ça que nous disent les sondages. Et justement, on va parler de la NUP. Oui, mais alors j'en viens quand même à vous poser la question, hélas, sur un sondage, parce qu'il y a un sondage qui est édité par Cluster 17 et qui mettait que le meilleur finalement représentant pour l'union de la gauche, ce serait Fabien Roussel devant Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Comment vous réagissez à ça ? Alors c'est pas Cluster 17, c'est l'IFOP qui vient de dire aujourd'hui parmi les personnages les plus populaires, me semble-t-il. Et mais il y a aussi, François Ruffin qui est très haut. Il y a d'autres personnages. Donc de toute manière, moi à ce stade, on va commencer par dire les choses simplement. Je suis favorable à l'union. L'union sur un programme, d'accord, un programme de changement. Parce que l'union sans programme, ça ne produit rien. Programme qu'on peut juger de rupture avec les politiques actuelles. Donc c'est ça qu'il faut travailler. À partir de là, il faudra voir quelle est la personne, homme, femme. Je pense qu'il faut qu'il soit, comment dirais-je, de la culture insoumise qui dernièrement a montré dans tous les scrutins qui a lieu que nous arrivons largement en tête quand il y a un premier tour au sein de la gauche. Mais bon, donc on va travailler à ça. Et je veux dire, moi je suis fermé à rien, mais j'observe qu'il y a parmi cette fois-ci les sondages réels de gens, des personnalités plutôt insoumises qui arriveraient en tête et potentiellement au second tour. Julien. Oui, sur autre affaire qui concernait les filles et puis de l'actualité, aujourd'hui c'est le retour d'Adrien Quatennens après 4 mois de suspension. Alors son retour s'est fait quand même dans la discussion, on va dire, si ce n'est la réaction vive. Alors on nous parle d'un vote, 45 voix pour sa réintégration, 15 voix contre. Est-ce qu'on peut vous demander pour quelle a été votre position ? On a tout à fait le droit de me le demander. Maintenant, cette fois-ci, je mets ma casquette. Moi, je suis vice-président de mon groupe. On a eu une discussion. Je trouve que ce processus est tout à fait positif et je pense que ça permet de régler les choses. C'était pas simple. Même beaucoup de mes amis s'interrogeaient. Donc, quand désormais, et la décision que nous avons prise, je prends la parole, je défends ce qui a été adopté. D'accord, généralement. Et le communiqué qui a suivi, qui a considéré qu'un groupe de travail avait été mis en place, comme Adrien Quatennens a été entendu, qu'il avait un regard de recul, voire même critique sur des communications qu'il avait fait depuis, etc., etc. Qu'il fait actuellement une formation, un stage de sensibilisation, voilà, de responsabilisation, violence sexiste, etc., etc. Que bon.
tout ça a été jugé par l'ensemble du groupe pour créer les conditions qui puissent faire un retour en notre sein. Moi, je défends ça. Je vais pas faire le malin en disant j'ai voté ceci ou cela, un tel a voté ceci ou cela. Sans quoi, il y a une difficulté de vie commune. Mais je peux comprendre que peut-être certaines personnes jugeront nécessaire de le faire parce qu'elles sont attachées à un combat plus important. Je peux comprendre aussi, pardon. Mais est-ce que là, la France insoumise n'a pas fait passer ses amitiés personnelles avant ses combats, les combats politiques qu'il défend? C'est votre jugement. Est-ce que ça va rester durablement un caillou dans la chaussure de LFI et de la NUPES? Le Parti socialiste a parlé de faute politique. Les écolos, avec les socialistes, ont dit impossible pour Adrien Quatennens de réintégrer les instances de la NUPES. Il n'en fait pas partie. Eh bien, il n'en fera pas partie. Il n'aura pas de rôle dans l'intergroupe. Pour l'instant, il n'en fait pas partie. Pour l'instant, ça veut dire que plus tard... J'en sais rien, mais je veux dire, si c'est ça, pour l'instant, de dire... De toute façon, il n'y est pas, donc l'affaire est réglée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'enjeu. Moi... Mais est-ce que là, vous n'avez pas un peu fracturé la NUP avec cette décision? Je ne le souhaite pas, et ça nécessite peut-être de continuer à discuter. Moi, je peux comprendre que certaines personnes disent qu'il ne fallait pas son retour, mais il y a aussi certains qui considèrent que la sanction politique, je ne parle pas de celle judiciaire ayant été ce qu'elle était, une fois qu'elle est accomplie. Et, bon, c'est l'idée philosophique derrière ça, que vous faites une faute, je fais une faute, politiquement nous prenons une décision. La solution est ce qu'elle n'était pas, d'ailleurs comme le prônait Jean-Luc Mélenchon durant la présidentielle, finalement, est-ce que Adrien Quatennens repasse devant les urnes et finalement retrouve ce vernis de la légitimité? Si le droit de révoquer existait, les électeurs qui... Oui, mais pourquoi ne pas l'avoir appliqué là-dedans? Vous n'aviez pas forcément besoin d'un texte de loi pour l'appliquer, finalement, ce principe. Sur cette piste-là que les choses sont parties. Il y a eu une discussion. Je défends la position commune. Et de ce point de vue-là... On nous dit que Clémentine Autain a claqué la porte, vous nous confirmez? Non, je ne crois pas. Mais je ne parle pas, même si c'est mon ami, sur des sujets comme ça. Je pense que Clémentine, qui a le verbe franc, dira ce qu'elle a envie de dire. Une fois de plus, vous comprenez, en plus vous savez parce que vous m'avez déjà invité, c'est un message que j'envoie à bon entendeur, salut à tout le monde. Quand nous discutons, quand nous prenons des décisions, voilà, on peut les défendre. Mais là encore, vous évoquez le nom de Clémentine. Je peux comprendre que des militants, des militantes aussi, peut-être puissent se faire entendre une parole particulière parce que ça touche des principes fondamentaux, intimes, des choses fortes. Bon, on verra. Pardon, peut-être que vous allez me trouver un peu court, mais moi, je souhaite pas envenimer les choses et je souhaite que notre union continue. Et c'est une leçon qui est faite. Si certains de nos partenaires nous critiquent, j'entends, c'est respectable. Mais continuons, nous avons un programme qui nous permet d'avancer. Merci Alexis Corbière. Merci beaucoup.